Bonjour Éric Woerth. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur LCI. Un mot, si vous le voulez bien, d'abord de la droite allemande, sérieusement ébranlée par une crise grave, après que un de ses hiérarques, un de ses cadres, a conclu une alliance avec l'extrême droite en Thuringe. L'élection a été annulée sur ordre de Merkel, mais enfin, le mal est fait, la crise est grave. Est-ce que votre droite parlementaire peut succomber à ce type de tentation, Éric Woerth ? Non. Non. C'est une alliance contre nature. Alors la droite allemande n'est pas la droite française. Dans la CDU, il y a aussi évidemment une CDU assez droitiste au mauvais sens du terme. Donc elle passe à l'acte au moment de l'élection, d'une élection régionale. La chancelière a réagi comme il se devait. Cela dit, la montée des mauvais sentiments, la montée des populismes, tout ce qu'on voit au fond en France, ouais, mais aussi ailleurs, peut pousser à un moment donné un certain nombre de gens à passer la frontière, à sauter au-dessus du mur qui était infranchissable. Il faut faire très attention. Vous le voyez ? Non, je ne le vois pas au municipal. Non, et ça ne doit pas exister. Si ça existe, on doit être extrêmement ferme avec ce type d'attitude, ce qui serait le cas aux Républicains. Ça a déjà été le cas. M. Mariani, il est passé à un moment donné au Front National ou au Rassemblement National. Il a été exclu, évidemment, immédiatement. Les individualités ne font pas le collectif. Et c'est pas parce qu'il y a quelques individus de temps en temps, ici ou ailleurs, en Allemagne, en France ou en Italie, qui passent ce mur que ça veut dire quelque chose. Au contraire, la droite française, elle est un rempart contre ça. Oui. Elle est un rempart depuis toujours. Craque, hein. Depuis toujours. Non, depuis toujours. Attendez, déjà, à Pasqua, on posait la question, donc ça remonte quand même un peu à longtemps. Charles Pasqua. Oui, Charles Pasqua, pardon. Ça remonte à bien longtemps. On a toujours dit ça, on a toujours et si. Non, la droite française, elle occupe le terrain républicain. Le parti, la droite française, vous dites le cordon le cordon sanitaire, il est intact. Les électeurs, c'est autre chose. Les électeurs, d'ailleurs, aujourd'hui, le RN est le premier parti de France et vous en avez beaucoup perdu. Ouais, mais là, c'est pas une question d'électeurs. Là, c'est des jeux d'alliance. C'est à l'occasion du vote en Allemagne, du président. Donc, c'est assez différent. Les électeurs, ils font ce qu'ils veulent. Nous, notre but, c'est d'essayer de faire en sorte que des électeurs qui sont partis au Front National, mais qui sont partis aussi chez En Marche, que ces électeurs-là, à un moment donné, nous rejoignent et reviennent vers leur famille de pensée d'origine. Et pour que ce soit le cas, il faut que ce soit une famille crédible. Sur le plan des idées, sur sa capacité à gouverner, sur sa capacité à incarner également un chef à un moment donné, quelqu'un qui pourra être le leader. Bon, tout ça est en cours de construction. C'était pas très construit il y a un an, ça s'est effondré sur le mur des européennes. Aujourd'hui, je pense que les choses sont en train d'être reconstruites. C'est le cas d'ailleurs, par exemple, sur ce débat sur les retraites. On y reviendra d'ailleurs sur la question du leader. Jordan Bardella, le numéro 2 du RN, qui était à votre place vendredi matin sur LCI, répétait il n'y a pas de plafond de verre. D'ailleurs, Marine Le Pen avait dit un peu avant, il n'y en a jamais eu de plafond de verre. Il y en a un ou pas pour le RN encore aujourd'hui en France ? Ah, je l'espère. Je l'espère. Vous n'en êtes pas sûr ? J'en sais rien, ça dépend des élections, ça dépend de l'attitude des différents partis. L'attitude des Républicains, elle a toujours été très claire. Comment dire, nous on a toujours apporté la preuve. On parle du plafond de verre, c'est-à-dire la capacité ou pas des Français à considérer que le Rassemblement national est un parti qui peut accéder au sommet de l'État. Oui, mais le plafond de verre, c'est aussi les désistements au deuxième tour. C'est aussi les désistements. Lorsqu'il y a un risque de Front National, il y a souvent et toujours, et ça a été le cas dans nombreuses régions aux élections régionales, des désistements en faveur du candidat le mieux placé qui est situé dans le champ républicain. On verra, je l'espère que ça fonctionnera de la même manière aux prochaines élections régionales. C'est notamment là où les sujets et les questions se posent. En tout cas, et au municipal, ça doit être la règle. Au municipal, ça doit être la règle, évidemment. Ça doit être évidemment la règle. Nous ne pensons pas la même chose. Nous ne pensons pas la même chose. Le Front National pense assez peu de choses, d'ailleurs. Il caresse dans le sens du poil les mauvais sentiments qui parcourent les nations. Le Rassemblement national, il existe dans tous les pays. Il y a une extrême droite comme une extrême gauche dans tous les pays. Ça ne débouche jamais sur aucune proposition sérieuse. La retraite à 60 ans, comme la France insoumise. Oui, le Rassemblement national est totalement absent
absent du débat sur la réforme des retraites. Faute de groupe à l'Assemblée, absent. non? Faute de groupe à l'Assemblée. Il y a des députés, ils peuvent être là, c'est pas une question de groupe. Qu'est-ce qui empêche Mme Le Pen de venir? Moi, j'ai reçu Monsieur Le Pen, Jean-Marie Le Pen et Marine Le Pen lorsque j'étais ministre du Travail sur la précédente réforme en 2010. Je les ai reçus dans mon bureau de ministre où je recevais les partis représentés à l'Assemblée nationale. Bon, je les ai reçus. Ils connaissaient pas un mot de ce qu'était au fond la retraite des Français. Mais pas rien. Juste vaguement que c'était par répartition. Il n'y avait aucune proposition, ça va de soi, mais même la compréhension de la façon dont on verse les retraites aux Français. Donc, il ne se situe pas du tout sur le champ réel. Vous dites qu'il y a un problème de compétences aujourd'hui comme hier? Oui, il y a un problème de travail. Ils ne font que de la politique, au mauvais sens du terme. Alors que la politique, c'est quand même des politiques axées sur des propositions de réforme des services publics, des politiques publiques. C'est comme ça que ça fonctionne, parce que sinon, ça n'a pas d'incidence dans la vie quotidienne. Ils sont sur la sécurité. La seule réponse qu'ils ont toujours, c'est sur l'immigration. Ah oui, mais pour régler le problème des retraites, il faut baisser l'immigration. Ok, une fois qu'on a dit ça... Ils ont des réponses qui semblent pertinentes à une partie importante des à nous, Français, bien sûr, à nous d'expliquer, bien sûr, c'est vrai depuis toujours, c'est aussi le réceptacle de toutes les haines. Et comme il y a beaucoup de haine dans la société française aujourd'hui, beaucoup de jalousie, beaucoup de sentiments, que tout ça est très malsain en réalité, malgré une situation économique qui va plutôt bien. Donc ces sentiments malsains irriguent la société française, comme c'est souvent malheureusement le cas dans certaines périodes. C'est extrêmement grave, c'est extrêmement préoccupant, c'est extrêmement dangereux. Les réceptacles à cela, c'est évidemment soit l'extrême gauche, soit l'extrême droite. Et comme il y a une dynastie d'extrême droite, il n'y a pas de problème de leadership, vu qu'ils se succèdent dans l'ordre des successeurs. Bon, donc l'électorat, on doit faire de la pédagogie, on doit expliquer, on doit être crédible. Bon, c'est un vrai travail, mais c'est un travail qui est réentrepris dans les échecs qui ont été les nôtres depuis maintenant 2 ou 3 ans. Les réceptacles, vous dites, ce sont les extrêmes. Les responsables, c'est qui? Emmanuel Macron, le gouvernement? Je pense que le gouvernement est toujours responsable de ce qui se passe en France. Il hérite d'une situation... il y a un héritage. La France, c'est la France. Il y a un héritage. Oui, mais il y a eu un héritage pour tous les gouvernants. Donc, c'est pas un nouveau. La France est une longue continuité, avec des belles périodes et des moins bonnes périodes. Grosso modo, ça reste un pays puissant et un pays plutôt plus juste que les autres pays. Il y a juste un tout petit paradoxe. On est le pays qui redistribue le plus. On consacre beaucoup pour redistribuer, pour diminuer les écarts de revenus. Et en même temps, c'est probablement l'un des pays les plus pessimistes collectivement et les plus malheureux. Il y a vraiment un hiatus qu'il faut essayer de comprendre et surtout de rectifier. Emmanuel Macron, il porte sa responsabilité là-dedans. Quand il baisse les APL de 5 € les aides au logement, et qu'en même temps il transforme la fiscalité, certes de bonne manière, je pense qu'il avait raison de la transformer à ce moment-là. Il avait raison de la transformer à ce moment-là, c'était dans nos projets, donc il n'y a pas eu de sujet, on l'a voté. Mais enfin, en même temps, réduire de 5 € les APL, ça a un côté mesquin, un certain nombre de petites phrases, un certain nombre d'attitudes qui ont laissé penser qu'il y avait de l'arrogance ou du mépris pour les Français, qui ont laissé penser, je ne mets pas en cause le fait que c'est certainement pas le cas. Mais enfin, c'est comme ça que ça a été traduit. Ça crée des situations absolument infernales. L'injustice, le sentiment d'injustice, il est à fleur de peau en France. Il suffit de le révéler. Je pense que ce gouvernement et cette majorité ont révélé beaucoup de mauvais sentiments en France. Et une fois que le diable est sorti de la boîte, c'est très très difficile de le faire rentrer. Il y a des épisodes malheureux. Les députés de la majorité voudraient bien faire oublier évidemment ce qui s'est passé sur le deuil parental à l'Assemblée. Et aujourd'hui, ils vont présenter une alternative à ce qui était proposé par l'UDI il y a 15 jours, un répit de deuil de 15 jours ouvrés, ça veut dire 3 semaines, pour tous les actifs, salariés, du privé, fonctionnaires, indépendants. Voilà, ça va plus loin même que la proposition initiale de l'UDI. Mais est-ce qu'on doit faire de la politique comme ça ? Est-ce que, au fond, pourquoi c'est quoi pour essayer de se rattraper, on change le texte, on rajoute quelques jours, enfin, tant mieux, c'est tout à fait. Mais enfin, est-ce qu'on doit faire de la politique comme ça ? Il suffisait de dire, écoutez, de s'excuser. Donc il y a une erreur d'appréciation, ce qui est quand même relativement grave. Et c'est pas tellement sur le texte lui-même. L'erreur d'appréciation, c'est de se dire au départ, tout texte venant de l'opposition, là, dans l'occurrence c'est l'UDI, tout texte provenant de l'opposition est par nature mauvais parce qu'il vient de l'opposition. C'est une forme de sectarisme. Oui, il y a une forme de sectarisme. Alors on peut dire ça a toujours été le cas. Ouais, sans doute, peut-être, un peu. Mais moi je croyais qu'on avait changé de méthode.
Ben, on n'a pas changé de méthode. Le cynisme n'est pas du tout une bonne manière de faire de la politique. Donc c'est assez cynique. Et la réponse, elle est presque aussi cynique. C'est-à-dire que on voit qu'on s'est trompé, on dit qu'on s'est trompé, on l'accepte, on ne le dit pas au Parlement. C'est-à-dire que le Premier ministre ou les ministres qui vont s'expliquer pour répondre aux questions d'actualité là-dessus ne disent pas excusez-nous, pardon, on s'est trompé et on va reprendre ce texte. Non, ils disent on va l'améliorer. Ce texte, en réalité, il n'était pas bon, donc on va l'améliorer. En réalité, ce texte, il était bon et qu'il fallait évidemment prendre en compte. Ils ont reconnu une erreur de méthode quand même. Oui, mais c'est une erreur qui est plus profonde. C'est une erreur de méthode, c'est une erreur de jugement. Il y a des ministres qui ne sont pas des ministres politiques. Madame Pénicaud, c'est une bonne technicienne, mais très difficile de lui faire parler d'autre chose que des sujets dont elle s'occupe. C'est vrai. Au moins, elle les connaît, vous dira-t-on. D'où, au fond, l'isolement du président. Le président est très isolé. Regardez, qui porte la réforme des retraites majeure ? Le Premier ministre. Le Premier ministre. Ouais, c'est une réforme. Oui, enfin, c'est assez classique sous la Ve République que le Premier ministre monte au front pour une réforme dite mère des batailles. Non, pas du tout. En 2010, j'ai porté cette réforme. J'ai même écrit là, c'est mon cabinet qui l'a fait. Elle n'était pas systémique, si vous me permettez. Elle était totalement systémique. Pas dans les mêmes proportions, non ? Mais si, bien sûr. Elle permet de rééquilibrer les retraites. Oui. Elle crée de la justice un peu plus à l'intérieur du système. Elle ne change pas le système. Mais donc elle n'était pas systémique. Il crée un système plus large auquel personne ne comprend rien. C'est un élément, c'est une preuve de faiblesse. Non, les Français, ils raisonnent paramètres. À quel âge je pars ? Et dans cette réforme, il y a encore plus de paramètres qu'auparavant. Et on ne parle que des paramètres. Donc c'est bien un sujet. C'est pas un problème idéologique ou d'intellectualisme. Est-ce qu'elle s'enlise dangereusement au Parlement, à l'Assemblée ? Elle s'enlise. Mais si elle s'enlise, c'est pas parce que certains cherchent à l'enliser, comme les insoumis. La question, elle n'est pas là. Ah bon, vous êtes pour l'obstruction ? Non, je ne suis pas pour l'obstruction, mais l'obstruction, elle naît de la confusion de la réforme. Parce que cette réforme est confuse, parce que personne ne la comprend, parce que personne ne sait en réalité comment il va être traité. C'est pour ça qu'il y a, au fond, que ça laisse la place à l'obstruction qu'a voulu les. C'est pas un dévoiement du travail parlementaire. Pour vous, c'est un symptôme. Mais c'est un symptôme. Le travail parlementaire, c'est de déposer des amendements, c'est de rectifier des textes ou de proposer. S'il y a beaucoup d'amendements, on prend le temps de les regarder. Mais dans un texte bien fait. 22 000 amendements, c'était pas trop. Mais on pèse pas au poids. On n'est pas en train d'acheter des kilos de pommes. Le problème des textes, c'est qu'ils limitent les amendements des parlementaires lorsqu'ils sont bien fait. Ce texte, il est mal fait, il est mal ficelé. Il traite de sujets sur lesquels, d'ailleurs, nous, on dit qu'on est sur une partie d'accord. On propose, nous, un autre texte, une autre façon de faire qui est plus axée sur les sujets qu'il faut réformer. On va en parler. Réformer les régimes Mais spéciaux. Le gouvernement dit, à ce stade, on n'utilisera pas le 49.3. Ce sont les assurances qu'a répété Marc Fesneau, le ministre chargé des relations avec le Parlement. Il pourra l'éviter ? C'est à lui qu'il faut le demander. Il peut le faire. Mais vous, qui avez l'expérience parlementaire, est-ce qu'il peut l'éviter en respectant son calendrier ? Il doit tout faire pour l'éviter. Son calendrier ne doit pas le respecter. Il doit considérer que son calendrier, il valait en termes de prévision. Il doit faire exploser son calendrier parlementaire. Mais bien sûr. Plutôt que d'utiliser le 49.3. Il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps. Et donc ça vous mène après les municipales. Où est l'urgence ? Où est l'urgence ? Il n'y a pas d'urgence. Ils ont mis plus de 2 ans pour aboutir à ce projet extraordinairement confus. Plus de 2 ans, qui ne règle rien sur le plan financier. C'est un projet incomplet. On vous présente un projet où il n'y a même pas le financement. C'est les partenaires sociaux qui en discutent derrière la porte d'à côté. Si on vous dit, on vous prend ou on vous supprime vos vacances parlementaires, par exemple, qui encadrent les municipales, vous direz d'accord ? Il n'y a pas de vacances. Il y a des travaux parlementaires qui s'arrêtent autour des municipales. Enfin, le travail d'un député, c'est aussi d'être sur son terrain. Donc ça ne vous poserait pas de problème, à vous ? Moi, je pense qu'il faut respecter le temps d'arrêt du Parlement parce qu'il y a des élections municipales et qu'il y a beaucoup de parlementaires qui sont engagés dans les élections municipales. Ils doivent donc être sur leur propre terrain. Ils ont des électeurs, ils ont des comptes à leur rendre en étant là directement. Donc il faut réenclencher l'examen du texte après le temps mort parlementaire de 15 jours. Mais pourquoi ne pas le faire ? S'il y a 49.3... Parce que le gouvernement veut le faire voter absolument avant l'été. Avant l'été, a dit le Premier ministre. Et à quoi ça sert ? Ça fait 2 ans. Madame Martichoux, ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans que le gouvernement peut présenter un texte au Parlement. Ça fait 2 ans que le gouvernement complique les choses. C'est un texte tellement compliqué qu'on n'y comprend plus rien. Mais je vous dis, il y a 29 ordonnances. C'est-à-dire, il y a plein d'ordonnances. Donc ça veut dire qu'on demande au Parlement de déléguer son droit de légiférer. Donc, on n'a jamais vu ça. Honnêtement, on n'a jamais vu ça. Il y a le pouvoir réglementaire, c'est-à-dire des décrets partout. S'il y avait en plus le 49.3, la place du Parlement serait extraordinairement limitée. Donc ce serait un scandale pour vous.
Oui, parce que le Parlement, il doit discuter dans le détail de ce texte. Aujourd'hui, les détails, on ne les connaît pas parce que le gouvernement, il les découvre encore. C'est un texte mal préparé. Le gouvernement découvre son propre texte. Il découvre, bien sûr. Comme toute créature qui échappe à son créateur, il découvre son propre texte, bien sûr. Évidemment, il a découvert au fur et à mesure du temps. Moi, je peux vous dire, mais on n'a pas le temps, ce qu'on aurait dû faire. On aurait dû réformer les régimes spéciaux, faire un régime universel de base, augmenter l'âge de la retraite. C'est quand même fou, cet âge pivot. Vous aurez un âge pivot, un âge légal, des points d'achat, des points de service, une durée de cotisation. Mais il n'y a aucun pays ne procède ainsi. Aucun pays. Je le dis objectivement. Le gouvernement, à l'intérieur de cela, dit c'est très bien, ça va réduire les inégalités parce que ça va augmenter notamment les petites retraites. Mais il suffit d'augmenter le minimum garanti qui existe déjà. Il suffit d'augmenter les paramètres. Quelques questions rapides, pardon, Éric Woerth. D'abord, Damien Abad, votre président de groupe à l'Assemblée, organise une conférence de presse, etc. Xavier Bertrand sera présent via une vidéo. C'est le retour de l'enfant prodigue ? Il n'a pas quitté LR. Mais tant mieux. Non, mais de cœur, il n'a jamais quitté LR. C'est sa famille politique. Il a même été secrétaire général. Oui, il était un peu en fâché colère. avec Laurent Wauquiez, mais il n'était pas fâché avec LR dans son ensemble. Avec Nicolas Sarkozy à un moment. Oui, tout le monde est fâché avec tout le monde à un moment donné, dans toute communauté humaine. Dans toute communauté humaine. Je ne sais pas comment ça se passe dans la rédaction d'LCI ou de TF1. Il y a toujours à un moment donné des gens qui ne s'apprécient pas. Et puis après, on se rabiboche. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'était sur la ligne politique. La ligne politique, auparavant, me semble-t-il, était une erreur. Il est membre de notre famille par le cœur, Xavier Bertrand. Il en était le secrétaire général. Donc, c'est heureusement d'ailleurs qu'il intervient. Xavier dans cette revient. Conférence. On a besoin de tout le monde et Xavier Bertrand est quelqu'un qui a du poids, de la personnalité, et qui pourrait être le leader, une forme de droite sociale, de gaullisme social. Qui pourrait être le leader dont vous dites que vous manquez pour l'instant. Oui, il pourrait l'être, mais il pourrait l'être comme François Baroin pourrait l'être. Tant mieux, on a de bons leaders possibles. Et puis il y a tous ceux auxquels on pense pas. Bienvenue à lui en tout cas, c'est ce que vous nous dites ce matin. Et nous, nous allons résumer nos propositions à nouveau, parce qu'il faut répéter 1000 fois les choses, nous allons résumer à nouveau nos propositions. Oui, parce que pour vous, c'est pas facile effectivement de vous faire entendre dans ce débat qui est assez frontal entre le gouvernement et France Insoumise, notamment à l'Assemblée. Un mot de vous, Éric Woerth. Emmanuel Macron pense à vous pour la présidence de la Cour des comptes, en remplacement de Didier Migaud, c'est flatteur ? Non, c'est toujours flatteur qu'on pense à vous, c'est toujours mieux qu'on pense à vous qu'on ne pense pas à vous, mais je n'ai pas d'informations particulières sur ce sujet. Non, je ne fais pas du tout campagne. Mais vous avez le profil, vous avez le bon profil, ancien ministre du Budget, ancien ministre du Travail, président de la Commission des Finances aujourd'hui. Il y a eu Philippe Seguin, sur le papier. Moi, je ne suis pas candidat à quoi que ce soit. Je suis président de la Commission des Finances. C'est quand même un des plus beaux tests de magistrat. C'est une question, pour tout vous dire. C'est des questions qu'on se pose quand on vous fait des propositions. Si on ne vous fait pas de propositions, vous ne les posez pas. Donc, ce n'est pas la peine de vous poser des questions quand les questions ne se posent pas. Nous verrons bien. Vous y pensez en vous rasant ou pas ? Non, pas du tout. Je me couperais. Ce serait extrêmement dangereux. Non, je veux éviter tout ça. Non, pas du tout. Bon, donc on verra ça. Pour l'instant, on est en commission spéciale sur les retraites. En tout cas, Nicolas Sarkozy, en son temps, avait nommé effectivement Didier Migaud, qui vient de partir. Qui était un très bon président de la Cour des comptes. Et qui venait de la gauche. Il avait fait ce type d'ouverture à l'époque que vous aviez critiqué peut-être d'ailleurs. Non, on l'avait pas. Je crois pas. Peut-être il y a des trucs qu'on a dû critiquer, mais je ne crois pas qu'on ait critiqué ça. C'est logique parce que c'est au fond le contrôle du gouvernement et d'une certaine manière au titre des comptes. Et donc c'est assez logique, au même titre que c'est logique que le président de la Commission des Finances ce soit l'opposition. Mais la question ne se pose pas. Bon. Et si elle se posait ? Mais avec des ça vous mettrait pas en porte-à-faux avec des si, on mettrait LCI en bouteille. LCI en bouteille. Un tout petit mot de BlackRock. Ça nous ramène à la retraite. Mais les locaux de BlackRock hier à Paris ont été envahis par des activistes écolos. Pas de violence physique, mais des dégâts matériels. BlackRock va porter plainte. Est-ce que là, on est dans un des indices de la contestation de la réforme ? Oui, c'est pas des activistes. C'est des gens qui piétinent les choses. Ça doit être traité judiciairement. Cette société de violence, c'est des gens qui utilisent la violence, qui donc aiment la violence. Ils aiment la haine, la violence. C'est une grande société. D'ailleurs, c'est un peu particulier, parce que d'abord, ça devient le diable. Il faut faire attention au bouc émissaire. C'est une grande société de gestion, c'est la plus grande du monde. Le président de BlackRock, Larry Fink, c'est celui qui porte le plus haut les valeurs écologistes.
les plus hauts, qui essayent de dire à l'ensemble de ces équipes comment investir et comment éviter. Alors, tout ne doit pas être parfait, probablement, mais alors le patron qui délivre les messages les plus écologistes, c'est le président de BlackRock. Il est diabolisé par les écolos. Ils n'ont peut-être pas lu tout ce que dit BlackRock, ces braves gens qui viennent massacrer des locaux. Merci beaucoup, Éric Woerth, d'avoir été ce matin sur LCI.